Affaire Matata, le dossier est déjà fixé pour ce 25 octobre. Alors, nous allons en parler. Comment évaluer la gouvernance Matata? Parce que vous le savez très bien, il est accusé. Alors, il y a d'autres personnes, d'autres analystes politiques qui, eux, essayent certainement d'analyser le point positif de la gouvernance de Augustin Matata Ponyo. Nous allons en parler avec Alain Bologia. Bienvenue, monsieur Alain. Voilà, vous êtes analyste et aussi vous êtes beaucoup plus économique. Aujourd'hui, c'est sous cette casquette. Avec vous, on va essayer d'analyser la gouvernance économique sous Augustin Matata Ponyo. Pratiquement 4 ans, il a été Premier ministre et c'est une première où on commence à constater aussi à voir qu'un Premier ministre qui a bien dirigé la République démocratique du Congo être poursuivi en justice. Monsieur Alain Bologia, durant les 4 ans d'Augustin Matata Ponyo, vous avez relevé certains points vraiment beaucoup plus positifs. Oui, je peux le dire ainsi parce que il vous souviendra que notre pays a connu plusieurs premiers ministres et c'est vers 2009-2016 qu'on a constaté qu'effectivement il y avait une sorte d'embellie économique, il y avait une nouvelle gouvernance qui s'était installée et pendant toute cette période nous avons senti qu'effectivement il y avait une croissance économique, bien que ça vacillait, ça évoluait en dents de scie, mais c'est lorsque M. Matata a été Premier ministre qu'on a frôlé pratiquement les 2 chiffres. On a connu en 2014 un taux de croissance estimé pratiquement à 9,5%. Il fallait seulement redynamiser l'économie pour que nous arrivions à avoir 10, 11 et pourquoi pas au-delà de 2%. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que en 2001, nous avons connu un taux de croissance négatif. Il y a eu des réformes qui ont été initiées. En 2002, on a renoué avec la croissance. Et c'est vers 2007-2008 qu'on a vu qu'effectivement l'économie évoluait presque normalement, bien qu'il y avait des pesanteurs. En 2009, on a senti que notre économie était secouée due aux effets exogènes, par le fait qu'au niveau international, il y avait effectivement une grande crise, une crise financière qui ne disait pas son nom. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui que parmi le bon Premier ministre, nous pouvons prendre les risques de citer M. Matata. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a été bon qu'il fait face certainement à la justice par rapport à tous les rapports qui ont été émis? Bon, moi personnellement, je crois qu'on peut être bon sur un aspect et faillir dans l'autre. Et cela ne nous exonère pas de notre responsabilité en tant que gestionnaire. Voyez-vous, il faut faire la part de choses entre la bonne gouvernance économique et la bonne gouvernance tout court. Parce que dans la bonne gouvernance économique, on a d'autres agrégats que nous utilisons, que les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que la finalité, c'est avoir une gestion orthodoxe. C'est-à-dire que vous pouvez faciliter à ce que le pays puisse créer plus de richesses, mais de l'autre côté, vous avez failli par rapport à vos options que vous aurez eu à prendre. Mais ce que nous voulons, c'est que la justice ne soit pas utilisée comme un instrument politique. Parce que la manière dont les choses sont faites, surtout en ce qui concerne l'évaluation de la gouvernance d'un Premier ministre, ça reste à désirer. Il suffit seulement de lire la Constitution pour vous rendre compte que le Premier ministre est le coordonnateur des actions gouvernementales. Mais il n'est pas le responsable de tout ce qui s'est fait dans le ministère. Chaque ministre est responsable de son département. Et donc, les questions qui doivent toucher directement au Premier ministre, ce sont des questions où lui, en tant qu'individu, en tant que représentant ou le chef d'une institution, a eu à participer directement. Et lorsque vous prenez ce qui s'est dit et ce qui se fait, on reproche plus M. Matata sur la question de Bukanga Lonzo. Et dans cette question-là, nous sentons qu'il n'y a pas assez d'éléments qui démontrent à suffisance qu'effectivement, il y a eu pour sa part une gestion, parce que la responsabilité du gouvernement et surtout du Premier ministre reste dans la conception du programme ou du projet.
Mais en ce qui concerne l'exécution, l'exécution se fait de manière séquentielle. Chaque ministre est responsable de ses séquences. S'il y a eu, par exemple, détournement en matière de la construction des infrastructures, il y a un ministre qui est chargé pour cela. S'il y a eu question de l'achat des équipements, il y a aussi un ministre qui est chargé pour cela. Alors, si on ne veut pas ou on ne peut pas tenir compte de cette manière d'évaluer, eh bien, ça posera toujours problème. Voilà, ça posera toujours problème. Tout à l'heure, vous avez relevé la bonne gouvernance économique. Allons-y, on peut quand même évaluer la bonne gouvernance économique sous Matata Ponyo, les points les plus positifs, parce que vous avez parlé de deux chiffres après une période financière qu'a connue la République démocratique du Congo, mais avec l'avènement d'Augustin Matata Ponyo, on a connu une bonne gouvernance économique. Bon, c'était justement une continuation, comme je l'ai dit. Vers 2001, il y avait un taux de croissance négatif. Et tout cela s'est justifié justement parce que nous avons traversé une période d'instabilité, d'incertitude. Parce qu'il vous souviendra que c'était une sorte de changement pratiquement brusque des régimes. Et nous avons enregistré un taux de croissance négatif. À partir de 2002, on a renoué avec la croissance. Mais si nous insistons sur la période 2009-2016 ou sinon 2015, c'était justement pendant cette période, on a vu l'accroissement du budget, on a vu l'accroissement du produit intérieur brut avec comme effet le taux de croissance économique. On a vu que l'État avait dégagé plus d'épargne en investissant dans les secteurs d'appui à la production, notamment le route et d'autres éléments tels que la desserte en eau potable, bien qu'il n'y a pas eu assez d'avancées, mais au moins on a senti qu'il y avait effectivement une certaine volonté. On a senti qu'il y avait la stabilité de taux d'échange par le fait que la réserve d'échange était conséquente. C'est pendant cette période que nous avons franchi pratiquement le 1 milliard de dollars en termes de réserve d'échange. Il y a eu aussi une certaine amélioration en termes de gestion au niveau institutionnel. Et fort malheureusement, nous devons le dire. Est-ce que tout ça, vous ne voyez pas qu'il y avait un problème de communication? On n'était pas habitué à des thèmes comme macroéconomique et on sait qu'avec l'avènement d'Augustin Matata Ponyo, ces thèmes macroéconomiques étaient devenus très fréquents et où le peuple congolais ne s'y retrouvait presque pas. Bon, le problème, c'est qu'il faut faire la part de choses entre la croissance économique et les développements. Okay. Voyez-vous, la croissance économique a plus tendance d'être dans une approche quantitative. Voyez-vous, c'est la quantité de la production, alors que le développement va plus dans le sens qualitatif. Voyez-vous, on peut connaître une croissance, mais sans nécessairement avoir une incidence sur l'amélioration des conditions de vie. Parce que dans les conditions de vie, on voit la rémunération, on voit la stabilité des prix sur le marché, on voit l'accès à certains biens essentiels. Et fort malheureusement, cela n'a pas impacté tout le Congolais. Mais c'était justement des bases qui ont servi à tous les gouvernements qui sont venus après. Voyez-vous, après Matata Ponyo, on a connu Badi Banga. Badi Banga a profité, n'est-ce pas, de jalons qui ont été posés avant lui. Il y a eu Tchibala, lui aussi, il en a profité. Même ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des efforts qui ont été fournis entre 2009 et 2016. Ce que nous reprochions déjà à l'époque à tout le gouvernement qui se sont succédés, c'était de rendre cette croissance économique inclusive. C'est-à-dire que cela puisse impacter toute la population, ce qu'on appelle la croissance pro-pauvre. Il fallait maintenant toucher les secteurs sensibles ou les secteurs productifs tels que l'agriculture, le tourisme, parce que ce sont des secteurs à forte capacité génératrice d'emploi. Et c'est vers la fin qui se sont ressaisis justement pour chercher à relancer ou à redynamiser l'économie dans la diversification. Et fort malheureusement, le projet tel que Bukangalonzo, qui était un giga projet, avec Bukangalonzo comme projet pilote, avec dans l'idée de dupliquer dans d'autres provinces, et fort malheureusement, on n'a pas tenu compte de la sensibilité de la question économique au niveau national. Ce que nous avons constaté, ce sont les mêmes membres de la famille politique qui se sont organisés pour créer un blocage, justement parce que cela présageait déjà
ça préparait déjà la candidature de M. Matata, mais aussi ça allait heurter les intérêts des importateurs. Voyez-vous, parce que si vous prenez Bukanga Lonzo, la première phase, ils ont pu produire 20 000 tonnes, qui représentent pratiquement 20 millions de kilos et qui fait pratiquement 800 000 sacs de maïs. Voyez-vous? Alors que ceux qui sont dans les importations voulaient tout justement maintenir le Congo dans la dépendance et ils ont commencé à créer de blocages justement parce que tout en sachant que lorsqu'il y a blocage, eux gardent le monopole et ils avaient la possibilité de manipuler. Donc Matata serait victime de son bon vouloir ou de mieux faire. Bon, je ne voudrais pas parler de la personne de Matata, je veux plutôt parler de la République. Okay. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que M. Matata était au service de la nation. Voyez-vous, ce n'était pas un projet du type familial. C'était des projets de la République, financés par la République. Nous, le contribuable, nous avons effectivement permis à l'État d'avoir ses moyens. Ce que nous devons savoir, la période de la création de Bukanga Lonzo coïncide à la période de la dépendance, voyez-vous, économique de notre pays vis-à-vis de ses pays voisins. Des pays voisins tels que l'Angola. C'est pendant cette période que le marché Loufu avait pris de l'ampleur, où on commençait à importer le maïs venant de l'extérieur. Et sur le marché international, il y avait des chantages. Les gens profitaient de l'absence de l'État dans la régulation de l'économie, justement pour faire en sorte qu'eux puissent profiter de spéculations qui se faisaient. Et donc, l'idée de Bukanga Lonzo était justement pour casser cet élan et permettre à ce que l'État puisse arriver justement à créer plus de richesses. En créant la richesse au niveau de l'agriculture, il y a plusieurs effets positifs, voyez-vous. Il y a d'abord l'accès aux produits, la création d'emplois, la stabilité de la monnaie, voyez-vous. Et tous ces éléments-là, tous ces effets d'induction allaient permettre justement à l'économie de survivre. Alors, étant donné que les importateurs, qui sont en même temps le partenaire politique, voyez-vous, de ceux qui étaient au pouvoir, ça fait que là, pendant cette période-là, ils ne pouvaient pas accepter de perdre leurs influences ou sinon leur quote-part dans le grand projet. Et c'est ce qui a fait qu'ils se sont érigés en obstacle. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce qui s'est fait. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, on va aussi prendre le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies qui disait, sous les cas des Matata, que certaines opinions émises dans le pays pensent que le fait de pouvoir s'acharner sur Matata Ponyo, c'est une manière de pouvoir éliminer un candidat potentiel à l'élection de 2023. Bon, il faut reconnaître que nous avons eu à faire beaucoup de débats sur cette question. Il y a même certains amis qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'Union dite sacrée, l'ont dit aussi. Voyez-vous? Parce que moi, personnellement, je me pose la question. Si nous voulons rendre justice, parce qu'on nous dit que l'argent de la République serait détourné, la meilleure manière de faire, c'est de faire en sorte que la justice soit dite conformément à la Constitution et aux lois de la République. Comment peut-on expliquer? Il y a un dossier au niveau de la justice. Le procureur près la Cour constitutionnelle a saisi le Sénat pour lever les immunités. Pendant cette période, le Sénat s'est prononcé en défaveur, voyez-vous, de la Cour constitutionnelle, en considérant pour le Sénat donc que la procédure n'était pas respectée, mais aussi que le dossier tel que fignolé ne pouvait pas pousser au bureau ou sinon à la plénière de décider sur la mise en accusation ou sinon de livrer M. Matata Ponyo. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, c'est par rapport à la finalité de l'action. Parce qu'en réalité, le Premier ministre ne pouvait pas, en mon sens, ne pouvait pas être poursuivi pour la gestion au quotidien d'un projet. Parce que déjà, la Constitution est suffisamment claire. En ce qui concerne la conception, le Premier ministre intervient. Mais dans la gestion au quotidien du projet, on ne peut pas rendre responsable le Premier ministre. Alors, si nous prenons le premier aspect, le premier élément, par rapport à la poursuite,
Moi, je sais que le Premier ministre est poursuivi par la Cour constitutionnelle, mais on ne demande pas la levée des immunités auprès du Sénat. On ne demande pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La Constitution n'a pas dit cela. Okay. Si on veut poursuivre quelqu'un du fait qu'il a été Premier ministre, en réalité, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Mais si on veut poursuivre un sénateur, là, on saisit directement le bureau du Sénat pour lever les immunités. Mais cette fois-là, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, mais c'est la Cour des cassations. Voyez-vous, il y a eu un débat dans ce sens. Et la demande de la Cour constitutionnelle a été rejetée. Carrément rejetée. Par les sénateurs. Par les sénateurs. Mais après, ils sont venus avec un autre dossier sur la zaïrianisation, n'est-ce pas? Et ce qui est surprenant, ils ont trouvé que dans le dossier, c'était vide. Et au même moment, pendant qu'on a levé les immunités, on revient avec le dossier qui était déjà rejeté par les Sénats, justement parce qu'on veut à tout prix avoir. Alors, la question que nous devons nous poser, si le deuxième dossier était vide, n'est-ce pas que ces dossiers seraient traités, boutiqués, justement pour donner la possibilité de lever les immunités? Et nous savons comment les immunités ont été levées. On a attendu jusqu'à ce que le Sénat va en session, va en vacances parlementaires pour permettre au bureau de lever les immunités. Il y a eu des sénateurs qui ont eu à réagir et par la suite nous sommes rendus compte que c'était quelque chose qui était boutiqué, fort malheureusement avec autant de maladresse. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la justice n'a pas été faite. Parce que la justice n'est pas seulement là pour charger. La justice peut aussi être là pour décharger. S'il n'y a pas assez d'éléments, on ne peut pas le poursuivre justement parce qu'on veut faire du sensationnel. Mais le principe qui doit gouverner toute notre analyse, c'est celle qui consiste à dire à la classe politique que le principe de la redevabilité s'impose à tout gestionnaire. Vous êtes gestionnaire, vous êtes appelé à rendre compte de votre gestion parce que nous ne pouvons pas garder les gens impunis de lors qu'ils ont eu à mieux gérer. Mais cela aussi ne donne pas le pouvoir à ceux qui sont au pouvoir, si je peux le dire, d'utiliser la justice justement pour se rendre de compte. Voyez-vous, d'un côté, nous avons le souci de préserver le patrimoine de l'État. De l'autre côté, nous avons le souci de préserver l'harmonie dans la gestion de l'État. Si on veut garder le patrimoine, c'est bon, mais il faut aussi garder les valeurs cardinales. Aujourd'hui, au niveau international, tout le monde a compris que ça s'affiche en acharnement. Il a été arrêté, il a été relâché, il y a eu des mandats d'amener qui ont été émis, et ce qui est surprenant, la personne qui a été arrêtée, mise sous map, a été relaxée. Et après, nous apprenons que la personne a été empoisonnée. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas rendre justice. Et la personne ne peut plus quitter le territoire national. Non, mais c'est ce qui est surprenant. Il n'y a pas de jugement, mais on l'interdit. Que ce soit sénateur, que ce soit un simple citoyen, pour qu'on lui interdise le droit de sortir du pays, il faut qu'il y ait une motivation. La motivation ne peut pas être seulement le fait que le procureur veut justifier sa position. Non. Quels sont les faits probants qui démontrent à suffisance que ceux qui prétendent nous rendre justice le font de bonne foi? N'est-ce pas là une occasion pour eux d'écarter tous ceux qui peuvent avoir des ambitions d'être demain, n'est-ce pas, candidat président de la République? Et il n'y a pas que M. Matata. Nous avons vu avec autant de dossiers. Il y a eu des tentatives justement d'écarter d'autres personnes justement parce qu'on considère qu'il faut que nous soyons dans la logique d'un candidat unique, d'un parti État. Non. Nous voulons que la justice soit effectivement indépendante. Nous ne voulons pas que la justice soit un bras séculier d'un parti politique ou d'une famille politique. Que tous ceux qui ont eu à tromper leurs mains dans ces dossiers sales, qu'ils puissent comprendre que la République n'a pas besoin d'une justice. Est-ce que ces rapports mettent-ils en évidence le doute sur la justice congolaise? Parce non, mais bien dès lors que le secrétaire général des Nations Unies, une première dans l'histoire, qui fait les rapports en citant nommément les noms des Matata Ponyo, c'est qu'il y a un certain temps, il y a un doute sur la crédibilité de la justice.
Bon, je crois que sur le plan interne, nous-mêmes nous mettons en doute. Nous ne croyons plus, n'est-ce pas, à cette justice. Voilà pourquoi nous souhaitons vivement qu'il y ait des réformes. Mais ce qui est encore très grave, même M. Félix Tshisekedi, qui est le juge suprême d'après l'esprit de la Constitution, lui-même l'a dit que la justice se livre dans une sorte de corruption systématisée. Il a dit devant votre confrère au niveau de Goma, il a dit clairement que cette justice, ce n'est pas ce que lui veut. Il y a certains conseillers qui manipulent. Non, mais effectivement, c'est ça au fait. Quand lui-même le dit, je ne suis pas surpris que au niveau international, l'opinion internationale puisse avoir le même regard. Mais est-ce que les gens savent que lorsque la justice devient caporalisée, lorsqu'on parle du mal de la justice, on est en train là de réduire l'indice de fréquentabilité. Parce que tous ces investisseurs-là que nous allons chercher en dehors de nos frontières, parmi les indicateurs que eux doivent consulter, il y a aussi le caractère indépendant de la justice. Si la justice est au service de membres de cabinet, voyez-vous, cela ternit l'image de marque. Donc le Congo ne sera pas fréquentable. Aucun investisseur sérieux ne viendra dans un espace où l'on trouve déjà que la justice est au service des partis politiques. Comment peut-on expliquer, au regard de l'indépendance de cette justice, si nous prenons les dispositions de l'article 150 de la Constitution, que le président, la personne qui assume la fonction du président de la République, dise aux médias qu'il n'a pas confiance à cette justice et que ce sont ses conseillers qui sont en train d'utiliser la même justice. Cela met à nu, voyez-vous, les caractères pollués de la justice et nous devons tous y travailler pour que justement nous puissions avoir une justice qui garantit à tout le monde et aussi avec ça, donc c'est que même l'issue du procès risque de devenir aussi douteux. Non, mais l'issue du procès est déjà connue. Oui. Il doit impérativement être condamné pour à plus d'une année. À plus d'une année. C'est-à-dire même s'il n'y a pas assez d'éléments, il sera condamné et il ne sera pas les seuls, fort malheureusement. Okay. Vous savez, si nous devons être honnêtes, il y a des gens qui sont innocents mais qui sont en prison. Voyez-vous, à cause des sauts d'humeur des gens. Nous pouvons en citer autant qui ont été arrêtés pendant ces régimes. Justement parce qu'on veut faire du sensationnel. Il y a d'autres personnes qui ont été responsables de ce qui s'est passé, mais fort malheureusement, ils ont été mal jugés. Ils sont nombreux. Le souci n'est pas ici de nous rendre justice. Les soucis ici apparaissent plus dans l'idée d'écarter, comme l'a dit d'ailleurs le secrétaire général, le souci ici est d'écarter les potentiels candidats. Et voyez-vous, et comme ça, ça met déjà en mal notre souci d'avoir une certaine démocratie. Vous savez, en lisant très bien la Constitution, surtout dans son article 150 tel que nous l'avons dit, tous les droits, toutes les libertés individuelles sont garanties par la justice. Ce sont les juges qui nous protègent contre la manipulation ou sinon contre le pouvoir. Si vous êtes en conflit avec l'État, ce sont les juges qui doivent trancher. Si vous avez des conflits entre individus, ce sont les juges qui doivent trancher. C'est-à-dire que l'avenir de notre pays dépend de la qualité de la justice. Mais lorsqu'on arrive à utiliser la justice pour des fins politiques, naturellement, la quiétude, la paix, l'harmonie que nous recherchons tous est mise en cause. Ils doivent comprendre que la justice ne doit pas être au service des individus. La justice doit être au service de la nation. La vision que nous nous faisons de la nation. Parce que lorsqu'on dit les juges n'ont d'autorité que la loi, cela sous-entend que dans leur exercice, dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont pas de compte à rendre aux individus, ils ne se réfèrent qu'à la loi. Comment peut-on expliquer des gens qui ont été jugés, condamnés, ils ont interjeté appel, leur affaire est prise en délibéré, 200 jours après, il n'y a pas de jugement. C'est quand même surprenant. Est-ce que maintenant, ce rapport aussi, ça pourra aussi faire à ce qu'il y ait des sanctions, des éventuelles, par rapport aux dirigeants, parce qu'on en a vu dans ce pays, il y a d'autres qui sont encore sous sanctions. Effectivement. Jusqu'à présent. Est-ce que c'est déjà un signal fort qui est déjà lancé au tenant du pouvoir, de faire attention parce qu'il y a des sanctions? Non, mais bien évidemment, ils sont mieux placés parce que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, bon, la plupart de ceux qui sont au pouvoir étaient dans l'opposition hier et d'autres étaient au pouvoir hier, dans la majorité parlementaire
hier. C'est-à-dire que ceux qui sont victimes des sanctions au niveau international sont dans l'union sacrée. Et ceux qui ont soutenu la démarche sont encore dans l'union sacrée. Ils sont mieux placés pour comprendre. Parce que le problème, c'est qu'il y a des valeurs communes au niveau international qui sont acceptées par tout le monde. Lorsque vous violez le droit d'un individu, la communauté internationale peut intervenir. Et parmi les instruments, il y a les sanctions ciblées. Voyez-vous, il y a des gens qui ont été sanctionnés, qui sont aujourd'hui dans l'Union, comme nous l'avons dit, comme aussi on peut sanctionner ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, justement parce qu'ils sont en train de marcher sur des droits universellement reconnus. Lorsque vous traduisez en justice et que vous ne respectez pas la procédure, lorsqu'on se rend compte que la justice est au service des partis politiques et des familles politiques, on peut recourir vers la justice internationale pour trancher. En ce moment-là, c'est l'État congolais qui sera sur le banc des accusés. Oui, parce que oui, ils vont parler du principe de la souveraineté. Nous sommes souverains et que notre justice doit être indépendante. On ne doit pas certainement se fier à ce que le rapport dit. C'est un caractère déclaratoire. Ça ne peut pas nous obliger à ne pas rendre justice et à continuer. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit notre souci, c'est de rendre la justice. Okay. Mais lorsque la justice est au service de partis politiques, cette justice devient injuste. Étant donné que nous sommes sujets du droit international et membres de la communauté internationale, les gens peuvent aussi saisir la justice. Mais lorsque nous avons accepté de signer des accords ou des traités de conventions internationales sur le matière judiciaire, nous savions que nous avions une justice. Aujourd'hui, par rapport à la CPI, il y a d'autres Congolais qui sont jugés au niveau de la CPI. Il y a possibilité aussi d'arrêter ceux qui sont au pouvoir. Vous avez vu, il y a eu des présidents et des ministres qui ont été arrêtés au niveau international. C'est possible. Voyez-vous, je peux citer des cas. Les membres de la majorité présidentielle ancienne ont été sanctionnés par la justice et même par d'autres pays. Voyez-vous, ce n'est pas exclu. Et ils continuent toujours à être sanctionnés. Non, mais effectivement, la sanction continue justement parce que tout ce qu'ils ont eu à poser comme acte a pesé justement sur la conscience collective, la conscience internationale. Nous avons des valeurs communes que nous partageons avec d'autres pays. Et nous tous, nous avons ratifié certaines conventions qui nous astreignent de respecter un certain nombre de valeurs que nous avons eu à soutenir au niveau international. Donc nous devons apprendre à respecter le principe basique, et même sur le plan interne. Vous savez, l'arrestation de manière arbitraire ou le jugement capture que l'on nous impose peut aussi être des éléments déclencheurs je ne dirais pas de la balkanisation, mais des soulèvements populaires. Voyez-vous, parce que dans chaque acteur politique, il y a une base. Il y a des gens qui croient à la vision. Mais lorsqu'ils constatent que vous avez mal jugé leur leader, ils peuvent aussi arriver à manifester. Voyez-vous? Alors, pour essayer de faire mieux les choses, il faut laisser la latitude aux juges de dire le droit. Pas de droit politique. Voyez-vous? Si les juges sont indépendants, eh bien, tout le monde va fléchir devant les jugements. Mais si on constate que les juges sont au service des individus, eh bien, ça pose problème. Comment peut-on expliquer? La Cour constitutionnelle, qui constate la constitutionnalité des actes, peut commettre autant d'erreurs pour un seul dossier. C'est peut-être le tout premier dossier. Non, mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle n'a pas commettre. Non, la Cour constitutionnelle. Où il y a un ancien Premier ministre qui est devenu sénateur. Vous voyez, il y a eu vraiment beaucoup d'hésitations. Tantôt c'est la Cour constitutionnelle, tantôt c'est la Cour de cassation. Peut-être c'est ça. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, au lieu de nous poser des vraies questions, parce qu'au regard de ce que vous venez de dire, la meilleure des réponses ne serait pas de faire le forcing ou de violer intentionnellement la Constitution. Parce que la Cour constitutionnelle, en tant que gardienne de valeurs cardinales et républicaines, elle n'a pas le droit de violer la Constitution au nom de la justice. Ce n'est pas parce que vous voulez faire semblant de rendre justice que vous pouvez vous donner le droit de violer la Constitution. Si un simple juge viole la Constitution, on peut comprendre parce qu'au-dessus de lui, il y a une cour. Mais lorsque la Cour constitutionnelle viole la justice ou le droit d'un individu, automatiquement, il y a le fondement de la société. Nous devons nous battre, si nous constatons qu'il y a des problèmes, de réviser plutôt la Constitution. Voyez-vous? Et comme ça, on sera dans la légalité, on sera dans l'esprit de la Constitution. La Cour constitutionnelle n'a pas le droit
de violer la Constitution pour la faire respecter. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodia, surtout de votre passage dans nos studios. Restez branchés sur TD50. À très bientôt. Nous continuons toujours. Question de pouvoir comprendre très bien le dossier Matata, le procès fixé pour ce 25. À très bientôt.